je vais vous raconter quelque chose qui retournera l'estomac de quiconque a une once de décence. Pendant 10 ans de ma vie, l'être humain que j'aimais le plus au monde, Chelui, que j'ai élevé avec tant de soin, Chelui, que j'ai mis au monde avec douleur, et Tioye, cette même personne m'a violé chaque jour, alors que j'étais là, paralysé, incapable même de bouger mon bras gauche pour me défendre. Mon propre fils m'a violé pendant une décennie entière, et le pire, c'est qu'il le faisait en prétendant prendre soin de moi. Cela peut sembler sortir d'un film d'horreur, mais cela s'est passé ici même à Mâcon, en Bourgogne, dans ma propre maison, sous le même toit, où je l'ai élevé, pensant que j'élevais un homme bon. Je m'appelle Éléonore Durand, j'ai 70 ans, et je vis ici à Mâcon, en Bourgogne. Ceux qui me voient aujourd'hui, vendant mes herbes médicinales au marché, aux herbes de Dijon, avec ma petite boutique pleine de plantes curatives, discutant avec les gens, donnant des conseils sur les tisanes et les remèdes, ne peuvent imaginer l'enfer que j'ai traversé. On me connaît comme Mademoiselle Élie des Herbes, cette dame qui a toujours un sourire sur le visage et un mot de réconfort pour ceux qui souffrent. Mais derrière ce sourire, il y a une histoire que j'ai gardée cachée longtemps, jusqu'à ce que je décide que je ne pouvais plus rester silencieuse. Avant de continuer cette histoire lourde, dites-moi dans les commentaires votre nom et d'où vous lisez ceci. Je veux savoir qui sont ces courageux, qui ont la force d'entendre la vérité crue de la vie, car cette histoire que je vais raconter n'est pas pour tout le monde. C'est une histoire qui vous affectera d'une manière que vous n'auriez jamais attendue. Mais je dois la raconter, car je sais qu'il y a d'autres femmes là-dehors qui vivent ce que j'ai vécu, et peut-être mon courage leur donnera-t-il du courage aussi. Chaque mot que je prononce ici est vrai, chaque détail s'est réellement passé, et si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi il m'a fallu tant de temps pour avoir le courage d'en parler. Ma vie n'a pas toujours été centrée sur les plantes et les remèdes naturels. Je travaillais dans une usine textile ici à Mâcon, cousant toute la journée, gagnant mon argent durement gagné, pour élever mon fils seul. L'usine était dans le quartier industriel, un grand bâtiment bruyant, où des centaines de femmes passaient la journée penchées sur des machines à coudre, fabriquant des vêtements que nous n'aurions jamais pu nous offrir. Le père de Julien m'a quitté quand il apprenait que j'étais enceinte, disant qu'il ne voulait pas de responsabilité, qu'il était trop jeune pour être père. C'était un beau garçon d'une bonne famille, qui m'avait rempli la tête de promesses, et disparaissait quand il voyait que le jeu devenait sérieux. J'avais seulement 19 ans quand Julien naissait, mais je décidais que j'élèverais ce garçon avec beaucoup d'amour, et lui donnerais tout ce que je n'avais pas eu dans mon enfance. Ma propre mère était morte quand j'étais petite. Mon père était un homme dur, qui ne savait pas montrer d'affection. Je me promettais que mon fils serait différent, qu'il grandirait en sachant qu'il était aimé, qu'il aurait toutes les opportunités que je n'avais jamais eues. En y repensant, j'ai pensé que c'est précisément cet amour excessif qui a fini par le gâter, qui l'a fait penser qu'il pouvait tout faire avec moi. Je travaillais comme une damnée pendant plus de 20 ans dans cette usine. Je me levais à 5 heures du matin, préparais le petit déjeuner, laissais le déjeuner prêt pour que Julien le réchauffe en rentrant de l'école. Prenais 2 bus pour arriver au travail avant 7 heures. L'usine était un endroit chaud, étouffant, plein de poussière de tissu et de produits chimiques. Je passais la journée penchée sur la machine à coudre, faisant la même chose des milliers de fois par jour. C'était un travail qui me faisait mal au dos, fatiguait mes yeux, laissait mes doigts raides, à force d'appuyer sur la machine. Je rentrais à la maison à 18 heures, épuisé, mais je devais encore faire le dîner, aider Julien avec ses devoirs, laver le linge, nettoyer la maison, préparer tout pour le lendemain. C'était une routine qui me brisait à l'intérieur, mais je supportais tout, pensant à l'avenir de mon fils. Les week-ends, quand je ne lavais pas le linge, ou ne nettoyais pas, je l'emmenais au parc, lui achetais une glace, essayais de lui donner l'enfance que je n'avais jamais eue. J'économisais chaque centime pour acheter des fournitures scolaires, de bons vêtements, des chaussures neuves. Quand ses pieds grandissaient, Julien était un garçon affectueux, du moins, c'est que je pensais à l'époque. Il m'aidait à la maison, balayait la cour, sortait les poubelles, me disait qu'il m'aimait, qu'en grandissant, il prendrait soin de moi. Ces mots me donnaient la force de continuer à travailler dur chaque jour. Je rêvais du jour où il obtiendrait son diplôme, trouverait un bon travail,
et où nous pourrions avoir une vie plus paisible. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que dans ce garçon, que j'élevais avec tant de sacrifices, un monstre grandissait, que toute cette affection que je lui donnais était interprétée d'une manière malade. À l'école, Julien était toujours un élève moyen. Il n'était pas parmi les meilleurs, mais il ne causait pas de problème aux enseignants non plus. Il était calme, obéissant, faisait ses devoirs sans se plaindre. J'allais à toutes les réunions parents-professeurs, parlais avec les enseignants, entendais toujours qu'il était un garçon poli, respectueux. Personne ne se plaignait jamais de lui. Il n'avait jamais de problème de comportement. Alors, j'étais rassuré, pensant que je l'élevais bien, que j'étais sur la bonne voie. Quand il atteignait 18 ans, je commençais à remarquer des changements étranges dans son comportement. D'abord, c'était les regards. Il me fixait d'une manière différente, surtout quand je changeais de vêtements ou sortais de la douche. C'étaient des regards insistants, qui me mettaient mal à l'aise, mais j'essayais de les ignorer. Parfois, j'avais l'impression que quelqu'un m'observait, quand j'étais dans la chambre ou la salle de bain, mais quand je vérifiais, il était loin, regardant la télévision ou sur son téléphone. Je pensais que c'était dans ma tête, que je devenais paranoïaque à cause du travail intense. Il commençait aussi à être plus collant avec moi, plus affectueux d'une manière qui n'était pas normale entre une mère et un fils adulte. Il voulait m'enlacer tout le temps, me donner des baisers sur la joue, qui duraient plus longtemps qu'est normal, trouvait toujours des excuses pour s'appuyer contre moi, pour me toucher. Quand j'étais dans la cuisine à cuisiner, il venait derrière moi et m'enlaçait, pressant son corps contre le mien d'une manière qui me faisait me sentir étrange. Quand je me plaignais, il riait, disant qu'il était affectueux, qu'il ne pouvait même pas enlacer sa propre mère. Une fois, il disait vouloir me faire un massage, parce que j'étais très fatigué du travail. Je le laissais faire, pensant que c'était l'affection d'un fils. Mais son massage était étrange. Ses mains commençaient sur mes épaules, comme il s'édevait, mais descendaient dans mon dos, sur les côtés de mon corps, s'approchant de mes seins. Quand je disais quelque chose, que ce n'était pas correct, il riait, disant que j'exagérais, qu'il essayait juste de soulager ma tension, que je voyais le mal là, où il n'y en avait pas. Les choses s'aggravaient progressivement, d'une manière si subtile qu'il m'a fallu du temps pour comprendre ce qui se passait. Il commençait à entrer dans ma chambre sans frapper, toujours avec une excuse, disant qu'il voulait me demander quelque chose sur l'école, ou qu'il cherchait quelque chose que j'avais impronté, ou qu'il voulait parler du travail. Mais je remarquais que ses yeux étaient fixés sur mon corps d'une manière qui n'était pas normale entre mère et fils. Quand j'étais en chemise de nuit, il prenait plus de temps à partir, restant là, parlant de n'importe quoi, juste pour continuer à regarder. Quand je disais quelque chose sur ce comportement étrange, il se fâchait, disant que j'avais l'esprit sale, qu'il voulait juste me parler, que je malinterprétais les choses. Il disait que je devenais paranoïaque, que c'était l'effet de la fatigue du travail, que j'avais besoin de me reposer davantage. Il me faisait me sentir coupable d'être méfiante envers lui, de voir le mal là, où il disait qu'il n'y en avait pas. One and wait. Il rentrait un peu ivre, et essayait de dormir dans mon lit, disant qu'il avait peur, qu'il avait fait un cauchemar horrible, qu'il ne pouvait pas dormir seul. Je le laissais s'allonger, pensant que c'était temporaire, que le lendemain, il retournerait dans sa chambre. Mais pendant la nuit, je le sentais bouger étrangement, pressant son corps contre le mien, mettant sa main sur ma taille, sur ma jambe. Quand je me réveillais, effrayé, et demandais ce qu'il faisait, il faisait semblant d'être profondément endormi. Le lendemain, quand j'en parlais au petit déjeuner, il disait que j'avais rêvé, que rien de tout cela n'était arrivé, que je confondais les rêves avec la réalité. Il disait que c'était courant pour les gens qui travaillent beaucoup, d'avoir des cauchemars réalistes, que j'avais besoin de mieux prendre soin de moi. Il me faisait douter de ma propre mémoire, de ma propre perception de ce qui s'était passé. Je commençais à avoir peur de mon propre fils, mais en même temps, je me sentais coupable de penser ces choses de lui. Après tout, c'était mon garçon, le fils, que j'avais élevé avec tant d'amour, tant de sacrifices. Comment pouvais-je suspecter quelque chose d'aussi horrible? Comment pouvais-je imaginer que mon propre fils avait des pensées impures à mon égard? J'essayais de me convaincre que j'imaginais des choses, que le travail lourd me rendait folle, que je devais arrêter de voir le mal là, où il n'y en avait pas.
Je commençais à éviter d'être seul avec lui à la maison, je trouvais toujours quelque chose à faire. Quand il était là, je commençais à verrouiller la porte de ma chambre, ce que je n'avais jamais fait avant. Je changeais mes habitudes de bain, m'habillant dans la salle de bain, au lieu de la chambre. Mais tout cela me rendait encore plus anxieuse, car je ne comprenais pas pourquoi je prenais ces précautions contre mon propre fils. Mais alors venait ce jour, qui changeait ma vie pour toujours, qui divisait mon existence en un avant et un après. C'était un lundi matin, le 15th of March 1998. La journée avait commencé normalement, comme toutes les autres. Je me levais à 5 heures du matin, comme toujours, préparais le petit déjeuner, organisais mon déjeuner, me préparais pour le travail. Julien dormait encore quand je quittais la maison. C'était une chaude journée d'été, mais avec une brise agréable, qui rendait le matin plaisant. J'arrivais à l'usine à l'heure habituelle, pointais, m'asseyais à ma machine à coudre, et commençais à travailler. Je finissais un lot de vêtements pour femmes, qui devait être livré avant midi. Je me souviens que j'étais concentré sur le travail, essayant de terminer cette commande à temps. Quand soudain, je ressentais une douleur horrible dans la tête, comme si quelqu'un m'avait frappé fort à l'arrière du cou avec un marteau. La douleur était si intense, que ma vision s'obscurcissait immédiatement. Je sentais le sol tourner sous mes pieds, une horrible sensation, que tout tournait autour de moi. J'essayais de m'accrocher à la table de la machine, mais je ne pouvais pas. La dernière chose dont je me souviens est de tomber de la chaise, entendant le bruit des autres machines s'arrêtant, les femmes criant, courant vers moi. Après cela, une blackout totale. J'étais à l'usine, à ma machine à coudre habituelle, finissant un lot de vêtements pour femmes, qui devait être livré avant midi. Soudain, je ressentais une douleur horrible dans la tête, comme si quelqu'un m'avait frappé avec un marteau. Ma vision s'obscurcissait, je sentais le sol tourner, et la dernière chose dont je me souviens est de tomber de la chaise. Quand je me réveillais, j'étais à l'hôpital, avec une multitude de machines connectées à moi. Le médecin expliquait que j'avais eu un AVC, une hémorragie cérébrale. Il disait que j'étais très jeune pour cela, que cela arrivait normalement à des personnes plus âgées, mais que le stress du travail et de la vie avait beaucoup contribué. Le côté gauche de mon corps était tout engourdi. Je ne pouvais pas bouger correctement mon bras ou ma jambe gauche. C'est alors que ma vie se transformait en un enfer complet. J'avais besoin d'aide pour tout. Prendre un bain, m'habiller, aller aux toilettes. Mang, Julien, qui avait 22 ans à l'époque, proposait de s'occuper de moi. Il disait qu'il abandonnerait tout, qu'il consacrerait sa vie à prendre soin de moi, parce que j'avais consacré toute ma vie à prendre soin de lui. À l'époque, j'étais ému par une telle dévotion. Les premiers jours à la maison étaient normaux. Il m'aidait avec soin, m'emmenait aux toilettes, me nourrissait, m'aidait à prendre un bain. Je me sentais reconnaissante d'avoir un fils si attentionné. Mais ensuite, les changements commençaient. D'abord, il disait qu'il ne pouvait laisser personne d'autre s'occuper de moi, car lui seul savait le faire correctement. Il renvoyait la femme que l'assistante sociale avait arrangée pour m'aider quelques heures par jour. Marthe était une dame dans la cinquantaine, très attentionnée, qui venait 3 fois par semaine pour me donner un bain et faire une kinésithérapie de base. Elle avait de l'expérience dans les soins aux personnes ayant eu un AVC, savait gérer la paralysie, était douce et respectueuse. Mais Julien commençait à lui trouver des défauts. Il disait qu'elle était négligente, qu'elle ne faisait pas les choses correctement, qu'elle me faisait mal pendant les exercices. Il inventait tant de plaintes que la pauvre femme finissait par quitter le travail. Après cela, il commençait à dire que j'étais très sale, que j'avais besoin de bains plus longs, qu'il devait me nettoyer mieux, car personne d'autre ne le ferait avec le soin nécessaire. Les bains, qui duraient 10 minutes avec Marthe, commençaient à durer plus d'1 heure avec lui. Il disait qu'une personne paralysée accumule de la saleté dans des endroits que les gens normaux ne peuvent même pas imaginer, que si ce n'était pas nettoyé correctement, cela pourrait causer une infection grave, que je pourrais même mourir si je n'avais pas une hygiène adéquate. Ses mains commençaient à s'attarder plus longtemps sur certaines parties de mon corps, surtout sur mes seins, et ma zone intime, toujours avec ses excuses de nettoyage approfondi. Quand je me plaignais que ce n'était pas correct, que cela ne devait pas prendre autant de temps, il disait que c'était comme ça, que les personnes qui ne peuvent pas bouger correctement doivent être nettoyées plus soigneusement, que je ne comprenais rien aux soins médicaux.
Il disait qu'il avait fait des recherches sur Internet sur l'hygiène des personnes alitées, que des sites spécialisés recommandaient un nettoyage méticuleux, que je devrais être reconnaissante, qu'il ait la patience de faire cela. J'essayais de discuter, mais il avait toujours une réponse prête, toujours une justification médicale pour chaque chose répugnante qu'il faisait. Je commençais à réaliser que quelque chose n'allait vraiment pas, quand il commençait à me toucher d'une manière qui n'avait rien à voir avec le nettoyage. C'étaient des attouchements prolongés, des attouchements qui m'affectaient d'une manière qui me laissait avec du dégoût et de la terreur à la fois. Il passait sa main sur mes seins, faisant des mouvements circulaires, disant qu'il vérifiait s'il n'y avait pas de nodules, que les femmes paralysées ont un risque plus élevé de cancer à cause d'une mauvaise circulation. Il touchait ma zone intime avec ses doigts, les insérait là où il ne devait pas, disant toujours qu'il nettoyait des sécrétions, qu'il vérifiait s'il n'y avait pas d'infection, mais j'étais là, dépendante de lui pour tout, incapable même de sortir du lit seule. Que pouvais-je faire? Mon côté gauche était complètement mort. Je ne pouvais même pas le repousser avec ma main droite, car je n'avais pas de force. C'était comme être emprisonné dans mon propre corps. Voyant et ressentant tout ce qui m'arrivait, mais incapable de réagir. Le sentiment d'impuissance était désespérant. Il me mettait en panique, mais crier ne servait à rien, car il n'y avait personne pour entendre. La situation continuait de s'aggraver, d'une manière graduelle, qui me faisait me demander si je devenais folle, ou si cela se passait vraiment. Il commençait à contrôler tout dans ma vie. Les visites que je pouvais recevoir, les médicaments que je prenais, la nourriture que je mangeais, les programmes que je regardais à la télévision. Il disait que c'était pour mon propre bien, qu'il savait mieux que quiconque ce dont j'avais besoin, qu'en tant que soignant principal, il avait la responsabilité de toutes les décisions liées à ma santé et mon bien-être. Il nous isolait complètement du monde. Il ne laissait même pas les voisins entrer pour me voir. Quand quelqu'un apparaissait à la porte, il répondait et disait que je dormais, ou que j'avais des douleurs, ou que le médecin avait recommandé un repos absolu. Il inventait toujours une excuse différente pour éloigner les gens. Avec le temps, tout le monde cessait de venir. Troyan, que j'avais vraiment besoin d'isolement pour récupérer, et les abus continuaient d'augmenter, jour après jour, jusqu'à atteindre un point que vous ne pouvez même pas imaginer ce dont ce monstre était capable. Mything this. Avant d'aller directement à la fin de cette terrible histoire, je dois commencer par le début de ma vie, car, sinon, vous ne comprendrez pas comment un fils peut se transformer en un monstre comme celui-ci, comment une personne que vous avez élevée avec tant d'amour peut devenir une créature si cruelle. Après que je quittais l'hôpital, complètement dépendante de lui pour tout, c'est là que le véritable cauchemar commençait. C'est que je pensais être les soins d'un fils dévoué, se transformait en la chose la plus répugnante qu'une mère puisse vivre. C'était comme s'il avait attendu des années cette opportunité, comme si ma paralysie était exactement ce qu'il avait désiré. Les premières semaines à la maison, alors que je m'adaptais encore à la nouvelle réalité de ne pas pouvoir bouger correctement, il disait qu'il devait m'examiner tous les jours pour voir si je ne développais pas d'escarres à force de rester allongé trop longtemps. Il disait qu'il avait fait des recherches sur Internet, sur les soins aux personnalités, et que les gens qui restent au lit longtemps peuvent avoir des blessures horribles s'ils ne sont pas bien soignés. Il me montrait même des photos impressionnantes d'escarres infectés qu'il avait imprimées. Il disait que cela pourrait m'arriver si je n'étais pas correctement soigné. Je le croyais, n'est-ce pas? C'était mon fils, la seule personne que j'avais au monde. Pourquoi douterais-je de lui? Il semblait si préoccupé par moi, si dévoué, parlait avec une telle autorité sur les risques médicaux auxquels j'étais confronté, mais ses examens commençaient à durer de plus en plus longtemps, et ses mains commençaient à aller dans des endroits qui n'avaient rien à voir avec les soins pour les escarres. Il examinait chaque pouce de mon corps, disant qu'il devait tout vérifier, que les escarres pouvaient apparaître n'importe où. Il commençait à dire que mes seins semblaient différents, qu'ils paraissaient gonflés, qu'il devait les masser pour améliorer la circulation sanguine. Il disait qu'il avait lu sur des sites spécialisés que les femmes qui restent alitées longtemps peuvent avoir des problèmes de circulation mammaire, et que le massage était fondamental pour éviter des complications graves. Ses mains restaient là longtemps, pressant, bougeant, faisant des mouvements
qui me laissait avec une horrible sensation au creux de l'estomac. Un mélange de dégoût, de peur et de confusion. Quand je disais que ça faisait mal, ou que je n'aimais pas ces attouchements, il répondait que c'était comme ça, que ça dérange toujours au début, mais que le corps s'habitue, et même s'améliore. Il disait que je ne pouvais pas être égoïste, qu'il sacrifiait son temps pour s'occuper de moi, que je devais collaborer avec le traitement si je voulais récupérer. Il disait cela avec une conviction qui me faisait douter de mes propres sentiments, me faisait penser que peut-être je mal interprétais ces attouchements. Le premier incident réel, Louis, qui marquait le début des abus plus graves, se passait lors d'un bain, un jeudi après-midi. Il disait que j'étais très sale là en bas, et qu'il devait nettoyer correctement, sinon je pourrais avoir une infection urinaire terrible, qui pourrait me tuer. Il commençait à me toucher d'une manière qui n'avait rien à voir avec le nettoyage, insérant ses doigts là où il ne devait pas, disant qu'il enlevait la saleté accumulée, que je ne pouvais pas enlever moi-même à cause de la paralysie. J'essayais de fermer les jambes, utilisais toute la force que j'avais dans le côté droit de mon corps pour essayer de me protéger, mais il tenait fort, et parlait avec cette voix faussement affectueuse. Maman, détends-toi, je suis ton fils, il n'y a rien de mal à ça. Tu m'as donné des bains toute ma vie. Quand j'étais enfant, nettoyer mes fesses, appris l'hygiène, maintenant c'est mon tour de m'occuper de toi. La comparaison était absurde, répugnante, mais il parlait avec une telle naturalité, que pendant un instant, cela me faisait me demander si j'exagérais. À partir de là, les bains se transformaient en une véritable torture, des séances d'horreur, que je savais arriveraient chaque jour, et que je ne pouvais éviter. Il passait plus d'une heure à me nettoyer, toujours avec ses excuses répugnantes sur l'hygiène et la santé. Il disait qu'une femme paralysée a besoin de soins spéciaux, que je ne comprenais rien à la médecine, qu'il avait tout recherché sur Internet, et savait exactement ce qu'il faisait, et j'étais là, incapable de bouger correctement, dépendant de lui pour tout, sans moyen de résister, ou de fuir. C'était un sentiment de désespoir, que je ne peux expliquer, un mélange de terreur, de dégoût, et d'impuissance. Puis commençaient les attouchements, qu'il appelait médicinaux, toujours avec cette excuse, que c'était un traitement médical. Il disait qu'il devait masser mon ventre tous les jours pour que mes intestins fonctionnent correctement, que les personnes paralysées ont des problèmes de constipation, et que seul un massage abdominal résout cela, que s'il ne faisait pas cela, je pourrais avoir une obstruction intestinale, et mourir. Mais ces massages étaient étranges, ils commençaient sur le ventre, mais descendaient, jusqu'à atteindre des endroits qui n'avaient rien à voir avec les intestins. Quand je me plaignais, il se fâchait, et criait. Maman, veux-tu aller mieux ou pas? Veux-tu mourir d'une infection? Je suis ici à essayer de te sauver. Et tu continues à te plaindre. La manipulation psychologique était le pire de tout, pire encore que l'abus physique. Il répétait les mêmes phrases chaque jour, comme un mantra, qui me brisait à l'intérieur. Maman, tu dépends de moi pour tout. Si je ne suis pas là, qui s'occupera de toi? Qui te nourrira? T'emmènera aux toilettes? Te donnera des médicaments? Qui aura la patience avec une infirme? Il disait cela, pendant qu'il me touchait de manière inappropriée, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Comme si je devais être reconnaissante, qu'il soit là, qu'il se sacrifie pour moi. Il disait que j'étais un fardeau pour quiconque, que seul lui avait la patience de s'occuper d'une infirme comme moi, que s'il m'abandonnait, je pourrirais dans une maison de retraite horrible, où personne ne se soucierait de moi. Il peignait un tableau si terrible de ma situation, que j'étais terrifié. Rien qu'à penser à la possibilité d'être sans lui, même en sachant qu'est-ce qu'il me faisait, était mal. C'était un cycle malade de dépendance et de peur. Quand j'essayais de résister davantage, de me plaindre plus fort, ou d'essayer de le repousser avec la main, qui fonctionnait encore, il commençait avec des menaces subtiles, mais très efficaces. Il parlait avec cette voix calme, contrôlée. Maman, qui va croire une paralytique contre moi? Tout le monde ici dans le quartier, dans toute la ville, me connaît comme le fils dévoué, qui a tout abandonné pour s'occuper de sa mère malade. Si tu commences à inventer des mensonges sur moi, ils penseront que tu es devenue folle à cause de l'AVC, que tu as des hallucinations. Ces mots me coupaient comme un couteau. Qu'il avait raison, qui me croirait contre lui? Il commençait à contrôler absolument tout dans ma vie, chaque détail de ma routine,
Il ne laissait plus personne entrer dans la maison, même pas les voisins, qui venaient de temps en temps me voir. Quand Madame Sophie Martin de la maison d'à côté apparaissait à la porte, demandant comment j'allais, il répondait, et disait, que je dormais, à cause des médicaments puissants, que le médecin avait recommandé un repos absolu, que les visites me rendaient agité, et nuisaient à ma récupération. La pauvre femme partait, inquiète, pensant, qu'elle aidait en ne me dérangeant pas. Il disait à tout le monde, que j'étais très affaibli, que le médecin avait recommandé un repos absolu, que les visites me rendaient agité, et nuisaient à ma récupération. Il nous isolait complètement du monde. Il n'y avait plus que lui, et moi, dans cette maison, qui devenait mon enfer personnel. Les menaces devenaient plus claires. Il disait, que si je racontais quoi que ce soit à quelqu'un, il me mettrait dans une maison de retraite, et dirait, que j'avais une démence à cause de l'AVC. Il disait, qu'il connaissait des gens, qui travaillaient dans ces endroits, et que je pourrirais là-bas, maltraité par des étrangers, mangeant de la mauvaise nourriture, sans personne pour me défendre. Il peignait un tableau si terrible, que j'étais terrifié, rien qu'à y penser. Puis venait le jour, où il décidait de s'occuper de mes besoins intimes, d'une manière, que je n'oublierai jamais. Il disait, que j'étais resté trop longtemps sans relaxation, et que c'était mauvais pour la santé de toute femme, surtout, une paralytique. Il disait, qu'il avait fait des recherches, et que les médecins recommandaient des exercices spéciaux pour les femmes dans ma situation. Quand je comprenais ce qu'il voulait faire, j'essayais de crier, mais il couvrait ma bouche, et disait, personne n'entendra de toute façon. Maman. Et s'ils entendent, ils penseront que tu cries de douleur à cause de la paralysie. À partir de ce jour, ma vie se transformait en un enfer complet. Il établissait une routine horrible. Le matin, le bain avec les attouchements répugnants. L'après-midi, la kinésithérapie, qu'il inventait, et qui incluait de me toucher partout. La nuit, les soins spéciaux, qui me laissaient dans un état de choc. Tout cela toujours avec ses excuses sur la santé, et la médecine, comme s'il me faisait une faveur. Pendant le changement de couche, dont j'avais besoin à cause de la paralysie, il prenait un temps absurde à me nettoyer, toujours en touchant là, où il ne devait pas, toujours avec cette excuse, qu'il me gardait propre, et en bonne santé. Il disait, que si je contractais une infection à cause de la saleté, je pourrais mourir, et qu'il ne laisserait pas cela arriver, car il m'aimait beaucoup. Le pire était, qu'il faisait tout cela en parlant d'amour. Il disait, Maman, j'ai fait ça, parce que je t'aime, parce que tu es la femme la plus importante de ma vie, parce que je ne peux pas vivre sans toi. Il mêlait des déclarations d'amour à des actes répugnants, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Je ne pouvais comprendre comment une personne pouvait parler d'amour, tout en faisant une telle chose. Il commençait aussi à me donner des médicaments, qui n'étaient pas ceux prescrits par le médecin. Il disait qu'il avait acheté des vitamines spéciales, pour me rendre plus forte. Mais je soupçonnais que c'était des médicaments pour me rendre plus somnolente, et moins résistante. Après avoir pris ces vitamines, je devenais plus molle, plus confuse, sans même la force de crier correctement. Quand il m'abusait, la première violation sexuelle complète se passait une nuit, que je n'oublierai jamais. Il venait dans ma chambre après minuit, ivre, pleurant, disant qu'il souffrait beaucoup de ne pas avoir de petite amie, qu'aucune femme ne voulait être avec lui, parce qu'il consacrait tout son temps à s'occuper de moi. Il disait que j'avais l'obligation de l'aider, parce que c'était ma faute, s'il ne trouvait pas de petite amie. Ce qui se passait après était si horrible, que je me réveille encore en criant de cauchemar. Après cette nuit, il disait que maintenant nous avions une relation spéciale, que j'étais plus qu'une mère pour lui, que nous étions un couple, et que personne ne devait savoir, car les gens ne comprenaient pas le véritable amour. Il disait que ce qui se passait entre nous était une chose de Dieu, que c'était le destin, que la paralysie était arrivée pour que nous soyons plus proches. Sa folie n'avait pas de limite. Répondez-moi honnêtement, pensez-vous qu'une mère a l'obligation de pardonner à son fils, quoi qu'il fasse? Car j'ai une opinion très controversée à ce sujet. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, car c'est que vous allez entendre maintenant, sur les années qui ont suivi, vous fera comprendre pourquoi je pense ainsi. C'est qui commençait cette nuit maudite, devenait une routine d'horreur, qui durait des années, et des années. Chaque jour, qui se levait, était un jour de plus de tourments, un jour de plus, où je priais Dieu de m'emmener bientôt de cette souffrance.
Julien transformait ma vie en une prison, où j'étais prisonnière de mon propre corps. Et il était le geôlier le plus cruel que vous puissiez imaginer. Chaque jour, sans exception, il répétait les mêmes abus, toujours avec ses excuses répugnantes de soins et d'hygiène. Le matin, quand il me réveillait pour le petit déjeuner, il commençait déjà à passer ses mains sur moi, disant qu'il vérifiait si j'avais bien dormi, si je n'avais pas développé de blessures cutanées pendant la nuit. Mais ces vérifications étaient purement malveillantes, déguisées en soins médicaux. Pendant le bain, qui avait lieu tous les jours, en fin d'après-midi, il passait plus de 2 heures à me nettoyer. Il disait qu'une paralytique a besoin d'une hygiène supplémentaire, que s'il ne faisait pas cela, je pourrirais d'infection. Maïsia Savois, que ce n'était pas du nettoyage, c'était lui satisfaisant ses désirs malades, utilisant mon corps comme une poupe. J'essayais de résister, mais comme mon bras gauche n'obéissait pas, ma jambe gauche était morte. Je dépendais de lui-même pour aller aux toilettes. La kinésithérapie, qu'il inventait, était un autre moment de terreur. Il disait qu'il avait étudié sur Internet les exercices dont j'avais besoin pour ne pas perdre complètement mes mouvements. Mais ces exercices incluaient de me toucher partout, me forçant à faire des mouvements qui n'avaient rien à voir avec la récupération d'un AVC. Il manipulait mon corps comme il voulait, disant toujours que c'était pour mon propre bien, que si je ne faisais pas cela, je serais paralysée pour le reste de ma vie. La nuit était le moment où le pire se passait. Il disait que j'avais besoin d'une relaxation spéciale pour bien dormir, qu'une femme avec un problème neurologique doit soulager la tension, sinon elle pourrait avoir un autre AVC. Et puis il me faisait des choses qui me donnent encore la nausée à me souvenir. J'essayais de faire semblant de dormir, mais il disait inutile de faire semblant. Maman, je sais quand tu es éveillé et quand tu dors. J'essayais de demander de l'aide de toutes les manières possibles. Quand un voisin passait devant la maison et regardait par la fenêtre, j'essayais de faire des signaux avec mes yeux, d'incliner la tête d'une manière qui montrait le désespoir, mais il était toujours à proximité, contrôlant tout. S'il remarquait que j'essayais d'attirer l'attention, il s'approchait et disait fort « Maman a un peu mal aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais je lui ai déjà donné le médicament. Elle ira mieux bientôt. Maïta ?» Quand le téléphone sonnait, il répondait. Il disait toujours à tout le monde que je ne pouvais pas parler parce que j'étais très affaiblie, que le médecin avait recommandé un repos vocal. S'ils insistaient trop pour me parler, il apportait le téléphone jusqu'à moi, mais restait à côté, écoutant chaque mot, faisant une sale tête si j'essayais de dire quelque chose qui pourrait éveiller des soupçons. J'avais même peur de dire Ed, Tsarie Savais, qu'il me le ferait payer plus tard. Il contrôlait tous les médicaments que je prenais. En plus de ceux prescrits par le médecin pour l'AVC, il me donnait d'autres, qu'il disait avoir achetés à la pharmacie pour compléter le traitement. J'ai soupçonnais que c'était des médicaments pour me rendre plus docile, plus confuse, car après les avoir pris, je devenais très embrouillée dans ma tête, incapable de penser clairement, sans même la force de crier. Quand il m'abusait, les visites étaient coupées une à une. D'abord, il disait que je ne pouvais pas recevoir mon amie Nancy, parce qu'elle parlait trop fort, et que cela affectait ma tension artérielle. Puis il disait que les gens de l'église ne pouvaient plus venir, parce que j'étais très sensible aux foules. Il continuait d'inventer des excuses pour chaque personne, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Nous étions complètement isolés du monde. Juste Eloï et moi, dans cette maison, qui devenait mon enfer personnel. J'essayais de résister de diverses manières. Parfois je faisais semblant d'avoir très mal, pour voir s'il arrêterait, mais il disait que la douleur était normale chez quelqu'un qui avait eu un AVC, et que ce qu'il faisait aiderait à l'améliorer. D'autres fois, j'essayais de pleurer, espérant qu'il aurait un peu de pitié, mais il disait que pleurer était aussi un symptôme d'un problème neurologique, et que je m'améliorerais avec le temps. Une fois, je réussissais à prendre le téléphone en secret, et essayais d'appeler les services d'urgence. Mais ma parole était un peu brouillée à cause des médicaments qu'il me donnait, et la femme à l'autre bout ne comprenait pas correctement ce que je disais. Quand il arrivait et voyait le téléphone dans ma main, il devenait furieux. Il disait que si je faisais cela à nouveau, il m'attacherait au lit et dirait à tout le monde que j'avais des crises à cause de l'AVC. Les années passaient, et je perdais l'espoir que quelqu'un découvre un jour ce qui se passait. Il avait réussi à construire une image parfaite de fils dévoué,
Les voisins le louaient, disaient qu'il était un exemple de fils, qui avait abandonné sa vie pour s'occuper de sa mère malade. Quand il sortait pour faire des courses, ou régler quelque chose dans la rue, tout le monde parlait bien de lui. Comment quelqu'un pourrait-il suspecter une personne qui avait une telle réputation? Il devenait aussi de plus en plus audacieux. Il commençait à m'emmener aux rendez-vous médicaux, et était présent pendant tous les examens. Il ne laissait pas le médecin m'examiner seul. Il disait que je devenais très nerveuse sans lui à proximité, que je pourrais avoir un autre AVC. Si Emagitais, les médecins pensaient que c'était normal. Il louait son dévouement. Personne n'imaginait qu'il était là pour contrôler ce que je disais pendant les consultations. Quand le médecin demandait comment j'allais, il répondait pour moi, avant même que je n'ouvre la bouche. Il disait que j'évoluais bien, que je mangeais correctement, dormais bien, faisais de la kinésithérapie. Si le médecin insistait pour me parler directement, il disait « Docteur, parfois elle est un peu confuse à cause de l'AVC, mais je note tout ce qui se passe à la maison, et peux vous informer mieux. » Mais un jour, après presque 8 ans à vivre cet enfer, quelque chose se passait, qui changeait tout. La voisine d'à côté, Madame Sophie Martin, était à la maison, malade, en repos au lit, et donc elle passait toute la journée chez elle, à un moment où elle serait normalement au travail. Ce jour-là précisément, je ne pouvais plus supporter, et commençais à crier de désespoir. Pendant qu'il m'abusait, je criais avec une force que je ne savais pas avoir. Je criais à l'aide, jusqu'à ce que ma voix disparaisse. Madame Sophie entendait les cris à travers le mur mince, qui séparait les deux maisons. Elle disait plus tard, qu'elle n'avait jamais entendu un cri de désespoir comme celui-là, que ça ressemblait à quelqu'un qui était torturé. Elle s'inquiétait, et venait frapper à la porte pour voir si tout allait bien. Julien répondait à la porte, tout calme. Il disait que j'avais eu une crise de douleur à cause de la paralysie, qu'il m'avait déjà donné un médicament, et que j'allais déjà mieux. Mais Madame Sophie n'était pas convaincue. Elle insistait pour me voir, disant qu'elle voulait s'assurer que j'allais bien. Il essayait de l'en empêcher, mais elle poussait la porte et entrait. Elle me trouvait dans le lit, tout en sueur, avec des marques de mains sur le cou, mes yeux rouges d'avoir tant pleuré. Elle réalisait immédiatement que quelque chose n'allait vraiment pas, surtout parce que j'avais un regard désespéré, essayant de dire quelque chose qu'elle ne pouvait comprendre. Madame Sophie disait qu'elle allait appeler les services d'urgence, que j'avais besoin d'aller à l'hôpital. Il essayait de la convaincre que ce n'était pas nécessaire, que c'était juste une crise normale, que je devenais toujours comme ça quand j'avais mal, mais elle n'écoutait pas, et appelait le 112 quand même. En attendant l'ambulance, elle restait là à mes côtés, tenant ma main, et j'essayais de dire « Aidez-moi » avec mes yeux, car ma voix ne sortait pas. À l'hôpital, le médecin, qui me traitait, trouvait quelque chose d'étrange. Il disait que j'avais des signes de stress très élevés pour une personne qui était censée être bien soignée à la maison. Il demandait si je ressentais une douleur différente, si quelque chose se passait à la maison, qui pourrait me rendre agitée. Julien, comme toujours, répondait pour moi. Il disait que c'était normal pour quelqu'un avec un problème neurologique, mais le médecin insistait pour m'examiner seul. Il disait à Julien qu'il devait faire des procédures, qu'il valait mieux qu'il sorte de la pièce. Il essayait de résister, mais le médecin était ferme. C'était la première fois en 8 ans que j'étais seul avec une personne qui pouvait m'aider. Quand le médecin commençait l'examen, il remarquait des signes sur mon corps qui ne correspondaient pas aux soins que je recevais supposément à la maison. Il demandait si quelqu'un me faisait du mal, si j'étais maltraitée. J'essayais de parler, mais j'étais si nerveuse que les mots ne sortaient pas correctement. Alors il demandait si je pouvais hocher la tête pour répondre oui ou non. Quand il demandait si quelqu'un de ma famille me faisait du mal, je réussissais à hocher oui. Quand il demandait si c'était mon fils, je confirmais à nouveau. Le médecin appelait l'assistante sociale de l'hôpital et une psychologue. Elle venait me parler et peu à peu réussissait à comprendre ce qui se passait. Je racontais tout ce que je pouvais, même avec ma parole un peu brouillée, même tremblante de peur. Je racontais les abus, les attouchements, les menaces. Elles étaient horrifiées, mais me croyaient. Quand elles allaient confronter Julien, il niait tout avec le plus grand sang-froid du monde. Il disait que j'avais des hallucinations à cause de l'AVC, que c'était courant pour les personnes avec des problèmes neurologiques d'inventer des choses,
qu'il était un fils dévoué, et que ses accusations étaient absurdes. Il disait que j'étais ingrate. Après tout ce qu'il avait fait pour moi, il parlait avec une telle assurance, que pendant un instant, je pensais que les gens le croiraient. Il parlait avec tant de tranquillité, que cela me faisait presque douter de ma propre version. Mais l'assistante sociale disait qu'il ferait d'autres examens sur moi, des examens plus détaillés, et que s'ils découvraient un signe d'abus, ils appelleraient immédiatement la police. Je sais que cette histoire est lourde, mais je parie que beaucoup d'entre vous n'auront pas le courage de laisser un commentaire. Allez-y, prouvez-moi le contraire. Laissez un commentaire. Voyons si vous avez vraiment du courage, car c'est que vous allez découvrir maintenant. Sur ce qui s'est passé après ces examens, vous choquera encore plus que tout ce que j'ai raconté jusqu'à présent. Les examens qu'il faisait sur moi à l'hôpital confirmaient tout ce que j'avais dit. Le médecin légiste trouvait des signes clairs d'abus sexuels récents, et anciens, des marques sur mon corps, qui prouvaient que je disais la vérité. Quand il montrait les résultats à Julien, il continuait de nier. Mais maintenant, il ne pouvait plus maintenir cette pose de fils dévoué. Le masque était tombé, et tout le monde pouvait voir le monstre qu'il était vraiment. La police était appelée, et il était arrêté sur le fait. Il l'emmenait menotté de l'hôpital, pendant qu'il criait que j'étais folle, que j'inventais tout à cause de l'AVC, qu'il allait poursuivre tout le monde pour diffamation. Mais crier ne servait plus à rien. Les preuves étaient là, sur mon corps, marquées par des années d'abus, et personne ne pouvait nier la réalité. Je restais à l'hôpital pendant presque 2 semaines, pendant qu'il décidait quoi faire de moi. Il n'y avait personne de la famille proche pour s'occuper de moi, et j'étais terrifiée à l'idée de devoir aller dans une maison de retraite, ou un endroit où je ne connaissais personne. Mais alors, un miracle se produisait, que je n'oublierai jamais. Ma cousine Céline apparaissait, une cousine éloignée de mon père, dont je ne me souvenais même plus qu'elle existait. Céline avait entendu parler de l'affaire par une amie, qui travaillait à l'hôpital. Elle venait me voir, et disait que, même si nous n'avions pas parlé depuis plus de 20 ans, elle ne pouvait pas laisser une parente traverser une situation comme celle-là seule. Elle disait qu'elle avait une maison avec une chambre au rez-de-chaussée, qu'elle pouvait s'occuper de moi, qu'elle ne me laisserait pas sans aide. Quand j'entendais ces mots, je pleurais pour la première fois de soulagement. Après des années de pleurs uniquement de désespoir, la maison de Céline était dans un quartier plus éloigné de Mâcon, dans une rue calme pleine d'arbres et de maisons simples. Elle avait adapté la chambre pour moi avec des barres de soutien dans la salle de bain, un lit plus bas pour que je puisse m'asseoir seule, un fauteuil roulant pour que je puisse me déplacer dans la maison. Pour la première fois en 8 ans, j'étais dans un endroit où je pouvais être sûre que personne ne me ferait de mal. Les premiers jours chez Céline étaient étranges, j'avais si peur que n'importe quel bruit me faisait sursauter de frayeur. Quand elle s'approchait pour m'aider avec quelque chose, je me recroquevillais automatiquement, m'attendant à être attaqué. Mon corps avait gravé la peur d'une manière que même ceux qui voulaient m'aider m'effrayaient. Elle avait une patience d'ange avec moi. Elle parlait doucement, bougeait lentement, avertissant toujours avant de me toucher. La première chose que Céline faisait était de m'emmener chez une kinésithérapeute nommée Mélanie, qui avait un cabinet à proximité. Mélanie était une femme dans la quarantaine, cheveux courts, manière ferme, mais attentionnée. Quand Céline lui expliquait ce qui m'était arrivé, je voyais qu'elle était outrée. Elle disait qu'elle ferait tout pour m'aider à récupérer mes mouvements, que je méritais de retrouver mon indépendance. Les premières séances de kinésithérapie étaient difficiles, mon corps était trop tendu, bloqué par la peur et le traumatisme. Mélanie expliquait que c'était normal, que les personnes qui ont subi des abus physiques ont généralement un corps très contracté, comme s'ils se défendaient toujours d'une attaque. Elle commençait lentement, juste avec des exercices de respiration et de relaxation, m'apprenant à faire à nouveau confiance à mon propre corps. Mais Mélanie n'était pas seulement une kinésithérapeute, elle devenait ma confidente, mon amie, ma thérapeute improvisée. Pendant les séances, elle me laissait parler de tout ce qui s'était passé, m'écoutait sans juger, m'aidait à comprendre que rien de tout cela n'était de ma faute. Elle disait que l'AVC n'était pas une punition de Dieu, que je ne méritais pas d'avoir traversé cette souffrance, que j'étais une survivante, pas une victime. Après environ 3 mois de kinésithérapie, quelque chose se passait, qui me choquait. Pendant un exercice
essayant d'atteindre un objet que Mélanie avait placé sur la table. Ma main gauche bougeait d'elle-même pour la première fois depuis l'AVC. C'était juste un petit mouvement, les doigts se refermant un peu, mais je commençais à pleurer d'émotion. Mélanie pleurait aussi avec moi, et disait « Tu vois, Éléonore, ton corps revient à la vie. » À partir de ce jour, les exercices devenaient plus intenses. Mélanie expliquait que mon cerveau créait de nouvelles connexions, que les mouvements reviendraient progressivement. Si je n'abandonnais pas, c'était un travail difficile, parfois douloureux, mais chaque petit progrès me donnait plus d'espoir. D'abord, un mouvement revenait dans mes doigts, puis dans mon poignet, puis dans mon coude. Ma jambe commençait aussi à mieux répondre. Céline m'emmenait aussi chez un psychologue, le docteur Henri Lambert, qui travaillait avec des personnes qui avaient subi des traumatismes graves. Il expliquait que j'avais 2 traumatismes à traiter, l'AVC, qui avait changé ma vie d'une heure à l'autre, et les années d'abus qui avaient suivi. Il disait que ce serait un long travail, que je devais être patiente avec moi-même, que la guérison d'un traumatisme ne se fait pas du jour au lendemain. Les séances avec le docteur Henri étaient fondamentales pour que je comprenne beaucoup de choses. Il expliquait que Julien m'avait fait, avait un nom, violence sexuelle, abus d'une personne vulnérable, séquestration, que ce n'était pas des soins, ou de l'amour, ou quoi que ce soit de semblable, qu'il avait utilisé ma dépendance physique pour satisfaire ses désirs malades, et que c'était un crime grave, peu importe s'il était mon fils ou non. Avec le temps, je comprenais que je n'étais pas responsable de ce qui s'était passé. Je n'étais pas responsable d'avoir eu un AVC. Je n'étais pas responsable d'être devenu dépendant. Je n'étais pas responsable d'avoir élevé un fils qui s'était transformé en monstre. Le docteur Henri m'apprenait que les victimes d'abus se sentent toujours coupables, mais que cette culpabilité n'est pas réelle, c'est juste une manière que l'esprit trouve pour essayer de comprendre une situation qui n'a pas de sens. Quelques mois après avoir commencé le traitement, le jour le plus excitant de ma récupération se passait. Mélanie disait qu'elle allait essayer de me faire marcher seule. Juste avec le soutien d'une canne, j'étais terrifiée à l'idée de tomber. Mais elle disait « Fais-moi confiance, Éléonore, tu es prête ». Et en effet, je l'étais. Je réussissais à faire environ 3 pas seule, tremblante, mais ferme. Céline était là, regardante, et pleurait tant que je pensais qu'elle allait faire une crise. Marcher seule changeait tout dans ma vie. Je ne dépendais plus de personne pour aller aux toilettes, prendre un verre d'eau, atteindre la fenêtre et regarder la rue. Cela peut sembler bête, mais pour quelqu'un qui était incapable de bouger pendant des années, chaque mouvement était une immense réussite. Je passais des heures à m'entraîner, à marcher dans la maison, à renforcer mes jambes, à récupérer l'équilibre que l'AVC m'avait pris. Avec l'indépendance physique retrouvée, je commençais à penser à ce que je ferais de ma vie. Je ne pouvais plus travailler à l'usine textile. Mon corps ne supporterait pas d'être penché sur la machine pendant des heures. Le docteur Henri suggérait que je cherche une activité qui me donnait du plaisir, que ce serait une manière de recommencer ma vie professionnelle sans trop d'efforts physiques. C'était Céline qui suggérait le cours sur les herbes médicinales. Elle disait « J'ai toujours eu un don pour m'occuper des plantes. Quand j'étais jeune, je savais faire des tisanes pour tout. Ma mère m'avait appris beaucoup sur les remèdes maison. Elle disait qu'il y avait une dame dans le quartier qui donnait un cours de base sur les plantes médicinales, que je pouvais en apprendre plus, et peut-être même travailler avec cela à l'avenir. Le cours était une merveilleuse découverte. J'apprenais sur des dizaines de plantes, leurs effets, comment préparer des tisanes, des pommages maison, des sirops. La professeure, Mademoiselle Carmen, disait que j'avais un don pour manipuler les plantes, que ma main était bonne pour faire des remèdes. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un louait une de mes compétences. Cela me faisait me sentir utile à nouveau. Pendant que je récupérais et reconstruisais ma vie, le procès contre Julien se poursuivait en justice. Il était condamné à 12 ans de prison pour viol d'une personne vulnérable, séquestration et maltraitance. Je pensais qu'enfin, la justice était faite, qu'il paierait pour tous ceux qu'il m'avait fait pendant tant d'années. Moi, ça que je n'imaginais pas, c'est que le système pénitentiaire français est une farce. Maintenant vient la partie où beaucoup me jugeront. Quand j'apprenais qu'il avait été libéré de prison pour bonne conduite après seulement 3 ans, je faisais un choix. Pensez-vous que j'ai eu tort de ne pas l'avoir dénoncé à nouveau?
quand il essayait de me contacter. Que feriez-vous à ma place? Carsey. Qui se passait après? Vous montrera que parfois la vie rend la justice d'une manière que nous n'attendons même pas. 3 ans après sa libération, j'étais complètement rétabli et continuais ma vie. J'avais monté une petite boutique de produits naturels dans un espace commercial près du parc de la Tête d'Or à Dijon, où je vendais des herbes médicinales, des tisanes, des pommages maison, des sirops que je préparais moi-même. L'affaire grandissait tant que je ne pouvais plus gérer seul. Je devais engager Sylvie, une jeune femme qui m'aidait avec les ventes et adorait apprendre sur les plantes médicinales. Ma boutique devenait connue dans toute la ville. Les gens venaient chercher des remèdes pour tout. Maux de tête, insomnie, problèmes d'estomac, dépression, anxiété. Je guidais tout le monde sur l'utilisation des bonnes plantes, apprenais à faire des tisanes à la maison, donnais des conseils sur la santé naturelle basés sur des décennies d'expérience et d'études. J'étais devenue une référence sur le sujet. Je gagnais mon argent honnêtement, étais à nouveau indépendante. Après tant de souffrances, la routine de la boutique était un délice. Je me levais tôt, prenais mon café avec Céline, marchais les 4 pâtés de maison jusqu'au centre, ouvrais la boutique à 8 heures du matin, organisais les herbes séchées dans les bocaux, préparais les pommades du jour, accueillais mes clients réguliers, qui venaient déjà pour parler de la vie, en plus des remèdes. C'était une vie simple, mais pleine de sens et de but. Céline continuait à vivre avec moi. Moi maintenant, nous étions plus comme des sœurs, que comme une cousine s'occupant d'une cousine malade. Elle m'aidait à la boutique les week-ends, s'occupait de la maison pendant que je travaillais. Elle était ma compagne de vie, ma confidente, ma meilleure amie. Nous avions construit une routine bonne, paisible, pleine d'affection véritable. Pour la première fois depuis des décennies, j'étais vraiment heureuse. J'avais même trouvé un compagnon, Monsieur Antoine, Unwolf der 68 ans, qui fréquentait ma boutique pour acheter de la tisane de mélisse pour ses nerfs après la mort de sa femme. Il connaissait toute mon histoire, respectait mon passé, me traitait avec une attention que je pensais ne plus jamais ressentir dans ma vie. Nous ne vivions pas ensemble, mais nous nous voyions presque tous les jours. Nous allions au cinéma, nous promenions dans le parc, vivions une belle romance de personnes matures, qui savent apprécier une bonne compagnie. Antoine était tout ce que Julien n'avait jamais été. Respectueux, attentionné, protecteur sans être contrôlant. Il m'apportait des fleurs tous les vendredis, m'aidait à porter les boîtes lourdes de la boutique, attendait que je ferme pour que nous allions dîner ensemble dans un restaurant simple à proximité. Notre relation était basée sur le respect mutuel, la confiance, l'affection véritable, c'est ainsi que l'amour devrait être. C'était 20 ans de paix complète, de reconstruction, de bonheur, que je ne pensais jamais possible. J'avais réussi à transformer la douleur en but, aidant d'autres personnes à travers les plantes médicinales. Je recevais plusieurs invitations pour donner des conférences sur le dépassement, sur l'entrepreneuriat à un âge avancé, sur comment recommencer après 50 ans. Je devenais un exemple dans la ville, la femme qui savait renverser la situation après avoir traversé l'enfer. Ma boutique prospérait d'une manière que je ne pouvais croire. Je commençais à vendre sur un petit comptoir d'1 mètre et finissais par occuper toute la pièce avec des étagères du sol au plafond remplies de bocaux d'herbe, un réfrigérateur avec des pommades maison, une grande table où j'accueillais les gens qui venaient chercher des conseils plus détaillés. J'avais des clients qui venaient d'autres villes juste pour acheter mes produits. Pendant ces 20 ans, je créais aussi un groupe de soutien informel pour les femmes qui avaient subi des violences domestiques. Tous les mardis, après avoir fermé la boutique, nous nous réunissions dans la pièce du fond pour parler, partager des expériences, nous donner de la force les unes aux autres. Beaucoup de femmes réussissaient à sortir de relations abusives après avoir participé à ces réunions. C'était ma manière de rendre tout l'aide, qui j'avais reçu. Quand j'en avais le plus besoin, la renommée de ma boutique se répandait tant qu'un journaliste de journal venait m'interviewer. Un grand article sortait sur l'entrepreneuriat féminin à un âge avancé, avec ma photo au milieu des herbes. Content. Comment j'avais transformé une tragédie personnelle en une opportunité pour un nouveau départ. Je gardais la coupure de l'article encadrée derrière le comptoir, comme un rappel qu'il était possible de réussir dans la vie, même après avoir traversé le pire. Mais ensuite, un jeudi matin l'année dernière, j'étais dans la boutique, organisant des bocaux de pommade d'arnica que je venais de faire, quand j'entendais une voix familière demander de l'aide.
C'était une voix tremblante, faible, très différente de la voix autoritaire, qui m'avait terrorisé pendant tant d'années. Quand je me tournais pour voir qui c'était, je manquais de tomber en arrière de frayeur. C'était Julien, mais pas l'homme fort, dominateur, qui m'avait violé pendant une décennie. Là, à la porte de ma boutique, se tenait un homme brisé, maigre, avec une peau jaunâtre, marchant avec grande difficulté, s'appuyant sur une canne. Ses cheveux étaient grisonnants et clairsemés, ses yeux enfoncés, ses vêtements trop larges sur le corps, qui avaient fondu. Il semblait avoir vieilli de 20 ans en 10 ans. Il aurait été presque méconnaissable, si ce n'était pour cette voix, qui me donnait encore des frissons. Il me voyait, et commençait à pleurer, de cette manière pathétique, dont pleurent les hommes lâches, quand ils ont besoin de quelque chose. Il parlait d'une voix étouffée. « Maman, je suis très malade, j'ai besoin de ton aide. » Le médecin a dit que j'ai une sclérose en plaques, que je vais devenir paralysée, si je n'ai pas de soins spéciaux. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Ouais. Il se tenait là, à la porte de ma boutique, tremblant, espérant que je ressentirais de la pitié pour lui, comme une mère insensée, qui pardonne tout. Je regardais cet homme, qui avait détruit tant d'années de ma vie, et ressentais un calme étrange. Je ne ressentais ni colère, ni peur, ni pitié. Je ressentais une tranquillité glacée, que je n'avais jamais ressentie auparavant. Là était mon bourreau, dans la même situation que moi autrefois, dépendant, vulnérable, ayant besoin de soins, implorant l'aide de quelqu'un, qui l'avait blessé sans merci, ni pitié. Il continuait à parler, essayant de m'émouvoir. « Maman, je sais que j'ai fait des choses mauvaises dans le passé. Je sais que je t'ai fait du mal. Moi, maintenant, j'ai besoin de toi. Je n'ai personne d'autre au monde. Tu es ma seule famille. Je vis dans une petite chambre de pension. Je ne peux plus travailler. Je peux à peine m'occuper de moi. S'il te plaît, pardonne-moi et aide-moi. » Il utilisait la même manipulation émotionnelle qu'autrefois. Moi, maintenant, il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Sylvie, qui organisait des herbes sur une étagère, réalisait que quelque chose se passait et s'approchait. J'ai lui couchotais. Tu peux aller déjeuner. Je vais résoudre ça ici. Elle partait discrètement. Non, je ne voulais pas de témoin pour la conversation que j'allais avoir avec cet homme, qui était autrefois mon fils. Je l'écoutais dire tout ce qu'il avait à dire, sans l'interrompre, observant chaque détail de ce corps, qui était autrefois fort, et maintenant affaibli. Il me racontait que la sclérose en plaques avait commencé, il y a environ 5 ans, qu'au début, c'était juste un engourdissement dans les jambes, jusqu'à ce qu'il perde une partie de ses mouvements, que ses mains étaient aussi compromises, qu'il avait du mal à tenir des objets, à garder l'équilibre, à marcher sur de longues distances. Il me racontait qu'il avait été licencié de son travail dans la construction, car il ne pouvait plus porter de poids, que l'argent de la pension d'invalidité couvrait à peine la chambre où il vivait, et la nourriture, qu'il ne pouvait plus se laver correctement seul, que parfois il passait des jours sans pouvoir avoir un repas décent, qu'il avait peur de tomber, et de n'avoir personne pour l'aider. Quand il finissait de parler, je prenais une profonde inspiration, et disais, avec la voix la plus ferme possible, « Maintenant, tu sais que c'est d'être dépendant de quelqu'un, n'est-ce pas? Tu sais que c'est de ne pas pouvoir te défendre, de devoir faire confiance, que la personne qui s'occupe de toi ne te fera pas de mal, ne profitera pas de ta faiblesse. » Je voyais son visage changer de couleur, quand il comprenait où je voulais en venir avec ces mots. Je continuais à parler, avec une tranquillité qui me surprenait. « Te souviens-tu de ce que tu m'as fait pendant 10 ans, pendant que j'étais paralysé? Te souviens-tu comment tu m'as abusé chaque jour, comment tu m'as menacé, comment tu as transformé ma vie en enfer? Te souviens-tu que je t'ai supplié d'arrêter, et tu disais que je devais être reconnaissante, parce que tu prenais soin de moi? » Il essayait de m'interrompre, mais je levais la main, et ne le laissais pas. C'était mon tour de parler. Il devait écouter. Après tant d'années à me faire taire, pendant des années, je t'ai supplié d'avoir un peu de respect, un peu d'humanité avec moi. Tu disais que je dépendais de toi, que personne d'autre ne s'occuperait de moi, que je devais tout accepter silencieusement, parce que c'était une faveur que tu faisais. Maintenant c'est toi qui es dépendant, c'est toi qui as besoin de soins. Ah mais, je voyais qu'il devenait désespéré, réalisant que je n'allais pas céder
à son chantage émotionnel. Comme il l'espérait, il essayait de changer de stratégie. Maman, j'étais jeune, j'étais immature. Je ne savais pas ça. Que je faisais, maintenant je comprends. Que j'avais tort. Que je t'ai fait du mal. Je regrette tout, je le jure devant Dieu, je le regrette. Mais j'avais entendu ce discours auparavant, au moment du procès, tu le regrettes. Parce que tu as besoin de moi maintenant, pas parce que tu as compris le mal que tu m'as fait. Si tu étais en bonne santé, avec de l'argent, indépendant, tu n'asserais siempre saparuiti. Demandant pardon, ton regret est de l'intérêt personnel, pas un vrai remords. Je disais cela, regardant droit dans ses yeux, sans détourner mon regard une seule seconde. Il essayait la dernière carte, la plus répugnante de toutes. Maman, je sais que tu es une bonne personne, une personne de foi, une personne qui pardonne. Tu as toujours été comme ça, tu as toujours eu un grand cœur. Tu ne vas pas laisser ton propre fils mourir d'abandon, n'est-ce pas? Que penseront les gens s'ils savent que tu m'as refusé de l'aide? Alors je riais d'une manière qui me surprenait même. Mon fils est mort il y a longtemps. C'est qui est devant moi, est juste un étranger qui m'a fait beaucoup de mal, vraiment beaucoup de mal. Et sais-tu ce que les gens pensent de moi aujourd'hui? Ils pensent que je suis une femme courageuse, qui a su surmonter un traumatisme horrible, qui a construit une nouvelle vie après 50 ans. C'est qui compte. Maintenant, tu vas quitter ma boutique et ne jamais revenir. Tu vas chercher une maison de retraite publique, une institution caritative, quelqu'un qui est payé par le gouvernement pour s'occuper de toi. Car les soins gratuits, les soins d'amour, les soins de famille, tu as perdu le droit à cela. Quand tu as décidé de me transformer en objet sexuel pendant une décennie entière, oh, il quittait la boutique, titubant, pleurant fort, mais je ne ressentais pas la moindre pitié. Après son départ, je verrouillais la porte de la boutique, tournais le petit panneau à fermer, et m'asseyais sur la chaise derrière le comptoir. Je pleurais beaucoup, mais ce n'était pas un pleur de tristesse, c'était un pleur de libération totale. C'était comme si un poids énorme était soulevé de mes épaules d'un seul coup. Enfin, j'avais réussi à regarder mon agresseur dans les yeux, et à dire non. J'avais réussi à avoir le pouvoir qu'il m'avait pris pendant tant d'années de terreur. J'apprenais plus tard, par des connaissances, qui travaillaient dans les services sociaux, qu'il finissait interné dans une maison de retraite publique, une de celles que le gouvernement maintient pour les personnes qui n'ont ni famille, ni argent. Je sais que sa vie là, n'est pas facile, qu'il dépend de la bonne volonté du personnel surmené pour tout, que parfois il passe des heures à attendre d'être pris en charge, qu'il mange une mauvaise nourriture, qu'il dort dans une chambre collective avec d'autres malades. C'est exactement le traitement qu'il méritait. Je ne ressentais ni joie, ni satisfaction à savoir cela, mais une forme de justice, une justice que la vie elle-même avait rendue, sans que j'aie à lever le petit doigt. Julien avait semé le vent, et maintenant il récoltait la tempête. Comme le dit si bien l'adage, sa maladie, sa dépendance, son isolement, tout cela était le miroir de ce qu'il m'avait fait subir pendant une décennie. Mais je refusais de laisser son ombre continuer à planer sur ma vie. J'avais déjà payé un prix trop élevé. J'avais déjà donné trop d'années à la peur, à la douleur, à la honte. Désormais, je ne vivrais que pour moi, pour ma paix, pour ma renaissance. Après cette confrontation dans ma boutique, je décidai de déménager à Dijon, une ville plus grande, plus animée, où je pourrais continuer mon travail, avec les herbes médicinales, tout en mettant une distance supplémentaire entre moi et mon passé à Mâcon. Elena, fidèle comme toujours, venait avec moi. Nous louions une petite maison, dans le quartier des Antiquaires, un endroit plein de charme avec ses rues pavées, et ses boutiques pittoresques. Ma boutique, que j'appelais désormais les Herbes d'Éléonore, s'installait dans un local plus spacieux près du marché aux herbes de Dijon, où je continuais à vendre mes tisanes, pommades et sirops, mais aussi à organiser des ateliers sur les plantes médicinales. Les clients affluaient, attirés par ma réputation grandissante, et par les histoires que certains avaient entendues sur mon parcours. Une femme qui avait transformé un traumatisme inimaginable en une force pour aider les autres. Sylvie, ma fidèle assistante, me suivait aussi à Dijon, et devenait presque une fille pour moi, apprenant non seulement les secrets des plantes, mais aussi la résilience, que j'essayais de transmettre à tous ceux qui croisaient mon chemin. À Dijon,
Je continuais aussi mon groupe de soutien pour les femmes survivantes de violences, mais maintenant avec un nom officiel, Groupe de soutien pour femmes survivantes. Nous nous réunissions tous les jeudis soirs dans une salle prêtée par une association locale, partageant des histoires, des larmes, des rires, et surtout de l'espoir. Certaines femmes venaient de loin, d'autres villes de Bourgogne, voire d'autres régions, pour participer, inspirées par mon histoire, qui commençait à se répandre grâce à des articles, des conférences, et même une petite émission de radio locale, où j'avais été invité à parler de l'entrepreneuriat après 50 ans, et de la guérison après un traumatisme, Seize Moments, où je voyais une femme reprendre confiance en elle, quitter une relation toxique, ou simplement sourire à nouveau, était ma plus grande récompense. Chaque témoignage de victoire, chaque lettre de remerciement que je recevais, renforçait ma conviction que ma souffrance n'avait pas été vaine, qu'elle avait un sens, celui d'éclairer le chemin pour d'autres. Antoine, mon compagnon, restait une présence constante et réconfortante dans ma vie. Il m'accompagnait souvent au marché, portait mes caisses d'herbe, plaisantait avec les clients, et me rappelait chaque jour que l'amour véritable n'a rien à voir avec la possession ou le contrôle. Nous ne nous marions pas, mais nous vivions une relation profonde, basée sur le respect, la complicité et une tendresse qui guérissait doucement les blessures que je portais encore dans mon âme. Il venait parfois aux réunions de mon groupe de soutien, non pour parler, mais pour écouter, pour apprendre, pour comprendre ce que les femmes comme moi avaient traversé. Tu es une force de la nature, Éléonore, me disait-il souvent, et je suis fier d'être à tes côtés. Ces mots simples, sincères, étaient comme un baume, me rappelant que j'avais le droit d'être aimée, d'être respectée, d'être heureuse. Un regard sur le passé. Il y a environ 5 ans, en 2020, alors que la pandémie frappait la France, et que le monde entier semblait s'arrêter, j'ai pris le temps de réfléchir à mon parcours, à tous ceux que j'avais surmontés. Les confinements, qui gardaient tout le monde chez soi, ramenaient parfois des souvenirs douloureux, le sentiment d'enfermement, d'isolement. Mais cette fois, j'étais entouré d'amour, de Céline, d'Antoine, de Sylvie, et des femmes de mon groupe, que nous continuons à rencontrer virtuellement. C'est pendant cette période que je décidai d'écrire mon histoire, pas seulement pour moi, mais pour toutes celles qui se sentaient encore prisonnières de leur passé, de leur peur, ou de leur honte. J'ai commencé à rédiger dans un vieux carnet que Céline m'avait offert. Chaque mot était comme une pierre que je retirais du mur, qui m'avait enfermé pendant si longtemps. Écrire était douloureux, chaque souvenir ravivait des blessures, mais c'était aussi libérateur, comme si je rendais à Julien le fardeau de la douleur qu'il m'avait imposé. Je ne voulais pas que mon histoire reste un secret, je voulais qu'elle soit une lumière pour d'autres, un rappel que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours un chemin vers la liberté. Quand les restrictions s'assouplissaient, j'ai partagé mon manuscrit avec Céline et Mélanie. Elle pleurait en le lisant, mais disait que c'était une histoire qui devait être entendue. Mélanie, toujours ma kinésithérapeute, et amie, me suggérait de transformer mon récit en un livre, ou de le partager lors de conférences, pour inspirer d'autres femmes. J'hésitais au début. La peur que les gens me jugent, ou ne me croient pas, était encore là. Mais Antoine me rappelait, tu as déjà survécu au pire, Éléonore. Personne ne peut te faire taire maintenant. Alors, en 2022, j'ai commencé à donner des conférences dans des associations locales, racontant mon histoire, sans cacher les détails les plus durs, mais en mettant l'accent sur la guérison, sur la résilience, sur la possibilité de recommencer. À chaque conférence, je voyais des femmes dans le public hocher la tête, essuyer des larmes, venir me parler après, me disant qu'elles aussi avaient vécu des abus, qu'elles aussi se sentaient piégées, mais que mon courage leur donnait de l'espoir. Ces moments me confirmaient que ma décision de parler était la bonne, que ma voix, autrefois étouffée, avait maintenant le pouvoir d'aider d'autres à se libérer. Aujourd'hui, à 70 ans, je peux dire avec certitude que je suis une femme complète et épanouie. Ma boutique Les Herbes d'Éléonore prospère, me donnant une indépendance financière et un but dans la vie. Céline est toujours à mes côtés, ma famille de cœur, partageant mes joies et mes projets. Antoine continue d'être mon roc, m'apportant un amour qui me rappelle chaque jour que je mérite le bonheur. Ma santé est bonne, mes mouvements, bien que jamais totalement récupérés, me permettent de vivre pleinement.
de marcher dans les rues de Dijon, de travailler dans ma boutique, de tenir mes petits-enfants dans mes bras, même si ces petits-enfants sont ceux de mon cœur, les enfants des femmes de mon groupe, que je considère comme ma famille élargie. Le groupe de soutien pour femmes survivantes a grandi, devenant une association officielle, reconnue par la ville de Dijon, et nous aidons maintenant des dizaines de femmes chaque année à sortir de situations d'abus, à retrouver leur dignité, à reconstruire leur vie. Je n'ai plus jamais revu Julien après ce jour dans ma boutique, et je n'ai aucun désir de savoir ce qu'il est devenu. Les nouvelles, qui me parviennent par des contacts dans les services sociaux, disent qu'il vit toujours dans une maison de retraite publique, sa santé se détériorant lentement. Mais je refuse de laisser ces informations affecter ma paix. Il a fait ses choix, il a semé la douleur, et maintenant il récolte les conséquences. Ma vie, en revanche, est un témoignage de ce que l'on peut surmonter, même les pires trahisons. J'ai appris à transformer la douleur en force, la honte en fierté, l'isolement en communauté. Mes conférences continuent, et je travaille maintenant sur un livre, qui racontera non seulement mon histoire, mais aussi celle des femmes que j'ai rencontrées dans mon groupe, des histoires de courage, de survie, et de renaissance. Je suis Éléonore Durand. J'ai 70 ans. Je vis à Dijon, et ceci est l'histoire de ma vie, de comment le pire traumatisme m'a transformée en la femme la plus forte que je connaisse. Si vous voulez plus d'histoires de dépassement comme la mienne, dites-le moi dans les commentaires. Partagez votre propre histoire, ou simplement d'où vous venez. Cela me touche de savoir que mes mots voyagent. Je me sens victorieuse, car j'ai lutté de toutes mes forces pour surmonter toutes les difficultés. Si vous le pouvez, laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de mon histoire, et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il y a toujours un chemin hors de l'obscurité. La vie enseigne que celui qui sème le vent récolte la tempête, et celui qui sème le mal paie un jour le prix. Un grand câlin de cette grand-mère qui a appris que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et que des cendres des pires tragédies peut naître une force que nous ne savions pas posséder. Jusqu'à la prochaine histoire.